Bonjour à tous et bienvenue sur ce live meeting organisé par Lita.co. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que certaines personnes sont en train de se connecter, donc le temps que tout le monde rejoigne, je vais me présenter rapidement. Je suis Maude, je suis chef de projet levée de fonds senior chez Lita.co. Et je m'occupe spécifiquement de la levée de fonds de base commune, la foncière solidaire qui lutte contre la dévitalisation urbaine et la spéculation foncière en achetant des pieds d'immeubles pour y développer des occupations à utilité sociale. Et donc, c'est base commune qui fera l'objet de ce live meeting aujourd'hui. Alors d'abord, un grand merci à tous de nous rejoindre en direct pour une nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées via notre plateforme. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lita, il s'agit d'une plateforme de crowdfunding dédiée au financement de la transition écologique, énergétique et sociale, ouvert à tous à partir de 100 € et qui rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 140 000 citoyens et citoyennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Bertrand Doucet, directeur des opérations, et de Sarah Fried, chef de projet de la foncière Base Commune. Bonjour Sarah, bonjour Bertrand. Avant de vous laisser la parole, je vais juste présenter rapidement l'outil Livestorm sur lequel nous sommes connectés. Vous allez pouvoir utiliser deux onglets qui se trouvent en bas sur votre droite. Tout d'abord, l'onglet Chat qui est destiné, on va dire, au message informel dans lequel vous pouvez manifester votre présence. D'ailleurs, n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez bien, à nous dire d'où vous venez, comment vous avez connu Base Commune. Voilà, l'idée, c'est d'avoir le plus d'interactions possible. Et ce sera aussi le lieu pour manifester un quelconque problème technique. Et puis, vous avez l'onglet Questions pour formaliser vos questions tout au long de l'événement. Et on prendra le temps de les traiter dans la deuxième partie de ce live. Donc, ce live va bien se dérouler en deux temps. D'abord, je vais laisser l'équipe Base Commune vous présenter le projet, les raisons de la levée de fonds en une quinzaine de minutes ou un peu plus, on verra. Et dans un second temps, on aura cette session de questions-réponses. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc Sarah et Bertrand, je vais partager la présentation et vous laisser la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver sur ce live meeting et on vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à notre coopérative. Donc, comme le disait Maude, vraiment aujourd'hui, c'est l'occasion de vous présenter plus en détail notre coopérative, son modèle, nos projets et puis de répondre dans un second temps à toutes vos questions. Alors, tout d'abord, qui est Base Commune ? Base Commune, on est une foncière solidaire à impact social. Alors, foncière parce qu'on a un acteur immobilier qui va acheter des biens, en l'occurrence des rez-de-chaussée, et on va rester propriétaire sur le long terme. On n'a pas d'objectif de revente. Et solidaire parce qu'on s'adresse exclusivement aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, aux acteurs à impact social, donc entreprises de l'ESS, associations, artisans, artistes et commerces indépendants. Pour s'adresser à cette catégorie d'acteurs, on pratique des loyers qui sont bien en dessous des prix du marché et qui sont donc adaptés aux capacités financières de ces acteurs à impact social et utilité locale. Base Commune, c'est une offre pérenne qui vient pérenniser l'offre que vous connaissez peut-être de plateau urbain qui intervient plutôt dans le temporaire. Bonjour à tous, je vais vous présenter nos deux cofondateurs, deux coopératives. La première coopérative, c'est le Sens de la Ville. C'est un conseil qui conseille les collectivités, les promoteurs, les aménageurs sur la manière de mieux faire la ville et de défendre le droit à la ville. Leur constat, c'est qu'aujourd'hui, dans les villes, malheureusement, on assiste à une standardisation, à une dévitalisation des rez-de-chaussée. Et donc, ils ont réfléchi à quels étaient le bon outil pour redonner du sens à ces rez-de-chaussée. Et la deuxième structure que vous connaissez peut-être, c'est Plateau Urbain, qui avait lancé les Grands Voisins, donc l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Et donc, c'est l'acteur de référence de la préfiguration urbaine. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, ils se sont fortement développés. C'est plus de 1700 structures de l'ESS. C'est plus de 130 000 m² qui sont mis
à disposition, loués à des prix très abordables pour permettre à ces structures de se développer. Le seul défaut de Plateau Urbain, c'est que c'est du temporaire, et donc la rencontre du sens de la ville et de Plateau Urbain a amené à la décision de lancer une foncière solidaire pour développer des locaux à destination des acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'équipe, alors il y a deux parties dans l'équipe. La première partie, c'est l'équipe en dur que vous voyez en haut, dont Sarah et moi faisons partie. Et la deuxième partie, notre grosse force, c'est de pouvoir s'appuyer justement sur les équipes du Sens de la Ville et de Plateau Urbain. Donc on a présenté en dessous en particulier les fondateurs du Sens de la Ville, Flore, Vincent, le fondateur de Plateau Urbain, Simon, également Hélène Maillard, qui est au conseil de surveillance et qui est la contrôleuse de gestion. Et au-delà de ces équipes, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur toutes les équipes support, informatique, communication, comptabilité de ces deux structures, ce qui nous permet d'avoir dès maintenant une forte capacité à traiter de nombreux sujets. Et de manière générale, ça nous permet aussi d'aborder des problématiques déjà très variées, à la fois en études, mais aussi en gestion, grâce à l'expérience du Sens de la Ville et de Plateau Urbain. Quelques mots maintenant sur notre modèle de foncière solidaire. À la différence d'une foncière classique, Basse Commune a été créée sur 4 principes fondateurs assez différenciants. Tout d'abord, le type d'occupants qu'on accueille dans nos rez-de-chaussée. Disons qu'on a 2 critères globaux que sont l'impact social et l'utilité locale. Donc, au sein de nos rez-de-chaussée, on peut très bien retrouver des activités comme de la restauration solidaire, de l'artisanat, des ressourceries, des recycleries, autant d'activités appartenant au domaine de l'économie circulaire, mais aussi des activités un peu plus classiques comme des commerces indépendants ou des structures de santé. Deuxième principe fondateur, c'est cette volonté d'avoir des loyers qui sont vraiment adaptés aux capacités financières des occupants. C'est pourquoi dans nos modèles, on a des loyers qui sont décotés entre 30 et 70% moins chers que les prix du marché et qui sont différenciés selon le type d'activité. Autrement dit, une association aura un loyer beaucoup plus faible que, par exemple, une structure autour de la restauration. Troisième principe fondateur, c'est cette volonté d'avoir des écosystèmes. On achète en général des grandes surfaces qui nous permettent d'avoir une diversité d'usages au sein des rez-de-chaussée et donc une diversité d'usagers. L'idée, c'est vraiment de créer un écosystème, une dynamique locale. Et cet écosystème-là, il est renforcé par la mise en place d'un gestionnaire de site qui est une personne sur place présente au quotidien pour animer le lieu, créer du lien entre les porteurs de projets, mais aussi créer des événements, des animations pour vraiment créer un écosystème local dynamique. Et quatrième principe fondateur, l'un des plus importants, c'est cette volonté d'avoir un rôle vraiment d'accompagnateur de nos projets. Cet accompagnement, il se divise en 2 temps, à la fois avant l'installation des porteurs de projets. On sait qu'aujourd'hui, les rez-de-chaussée, il y a un énorme frein qui est lié aux travaux. On est souvent sur des coques brutes fluides en attente ou alors des rez-de-chaussée qui sont vacants depuis plusieurs années. Et dans les 2 cas, ça nécessite des travaux d'aménagement très importants et c'est un vrai frein d'entrée. Donc chez Basse Commune, on a décidé de porter ces travaux d'aménagement pour réduire au maximum le coût des preneurs, des futurs occupants des rez-de-chaussée. Donc cet accompagnement-là, il passe au moment des travaux, mais c'est aussi un accompagnement tout au long du projet de notre occupant. On a créé un réseau de partenaires métiers sur des compétences extrêmement variées, allant de la finance, modèle économique, questions juridiques, médias, communication. Et c'est des partenaires qu'on a en capacité de mobiliser directement pour nos porteurs de projets. Concrètement, sur notre modèle, on nous demande souvent, mais comment c'est possible? Comment vous arrivez à louer moins cher? Alors, la recette est très simple. Pour louer moins cher, il faut acheter moins cher. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, on a plusieurs leviers pour acheter moins cher. Soit on est dans le cadre de consultations publiques lancées par les villes et c'est une décote qui est imposée par l'aménageur ou la ville. Soit on est sur un travail à bilan ouvert avec le promoteur, donc avec le constructeur réhabilitateur des rez-de-chaussée. Et donc là, on travaille vraiment avec lui pour trouver toutes les péréquations possibles qui lui permettront de nous vendre moins cher les rez-de-chaussée et de répercuter cette perte sur d'autres ensembles de son projet immobilier. Si ce n'est pas très clair, on pourra revenir dessus sur la partie des questions. Et élément très important sur notre modèle, on a fait le choix de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif. C'était vraiment fondamental pour nous de garantir une cohérence entre l'immobilier alternatif qu'on porte
et notre fonctionnement en interne. Et donc, en tant que coopérative, dans nos statuts, on s'engage à un portage transparent, non spéculatif, on a un impact social qui est évidemment mis en avant. Comme toute coopérative, on a un système de gouvernance partagée où une personne égale une voix, qu'importe l'argent investi. Et surtout, à la différence d'une foncière classique, si une plus-value est réalisée lors d'une opération, elle est reversée directement dans l'objet social de la SIC. Elle ne peut pas être reversée en dividendes aux actionnaires. Ce qui fait qu'on n'a pas d'intérêt personnel, d'enrichissement, de spéculation. Et cet engagement social via la structuration en coopérative, on l'a renforcé par l'agrément ESUS qu'on a obtenu il y a maintenant 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je vais maintenant vous présenter quelques-unes de nos premières opérations. La première opération, on est à Malakoff, donc en première couronne parisienne. On est sur un rez-de-chaussée d'un immeuble de logement qui est en construction. C'est un local de 140 mètres carrés qu'on achète un peu plus de 2 fois moins cher à un promoteur immobilier parce que la ville a souhaité que ce rez-de-chaussée contribue à développer l'écosystème local. Et donc, on a la chance d'être juste en face d'un tiers-lieu qui s'appelle La Trésor, qui est vraiment le lieu de référence de l'économie sociale et solidaire à Malakoff et qui va pouvoir, à travers ce local, continuer à développer des activités, en particulier sur la question du réemploi et de la réparation. Si on veut que demain, les citoyens puissent faire réparer leurs objets du quotidien, il faut avoir des lieux pour effectuer ces réparations, pour accompagner les gens dans ces réparations. Et donc, c'est une thématique écologique et sociale qui est très importante pour nous, et c'est celle qu'on est en train de développer avec ce partenaire local. Deuxième exemple, on est à Paris, on est juste en face de l'hôtel de ville de Paris, donc c'est l'ancien siège de la PHP. C'est une opération où le Sens de la Ville avait travaillé pour conseiller les promoteurs. Ensuite, actuellement, Plateau Urbain s'occupe de la phase de préfiguration. C'est le plus grand tiers-lieu de Paris actuellement, puisque c'est la phase intermédiaire juste avant le début des travaux. Et sur le projet final, on va récupérer une partie des rez-de-chaussée. Donc ça va représenter 1000 m² destinés à proposer une programmation autour de l'économie sociale et solidaire, un restaurant, une boutique, une pépinière de la transition énergétique, et vraiment d'une réflexion de lieux chronotopiques, c'est-à-dire des lieux qui vont être utilisés au maximum du temps. Le midi, ça peut servir d'espace d'exposition. Le week-end, peut y avoir des événements pour les associations, les acteurs locaux. Donc l'objectif, c'est vraiment de développer un lieu à destination des futurs utilisateurs, des habitants, puisque c'était avant des bureaux, il y aura une grosse partie de logements et de logements sociaux. Donc c'est important de redonner des services à ces futurs habitants et aussi à tous les utilisateurs du centre de Paris. Et là, encore une fois, on a acheté plus de 4 fois moins cher que le prix du marché. Pourquoi? Parce que si on avait acheté au prix parisien dans ce quartier, on est à 2 pas de la rue de Rivoli, jamais on aurait pu dire derrière on va réussir à proposer des loyers qui sont cohérents avec des activités à impact social. Autre exemple parisien, c'est une opération qui est porte de la Villette, au pied du métro. C'est une opération de logement en bois qui est portée par RATP Habitat. Les travaux démarrent au mois d'octobre. Et on vient d'ailleurs d'obtenir une subvention de la ville de Paris pour avoir des loyers encore plus décotés. On a acheté un prix très décoté, mais pour avoir des loyers qui soient autour de 100 € du mètre carré, ce qui est nécessaire si on veut retrouver des activités productives à Paris. La ville de Paris a validé en Conseil de Paris la semaine dernière une subvention sur cette opération. Et donc là, les deux thématiques, c'est consommation durable et économie circulaire. Autre exemple, puisqu'on n'est pas que en région parisienne, on est en train de se développer dans les grandes métropoles françaises. On a 2 opérations à Lyon qui sont un petit peu différentes, puisque là, on vient accompagner des acteurs qui ont déjà des locaux et qui ont besoin de trouver des solutions pour pérenniser leurs locaux, puisque aujourd'hui, beaucoup d'acteurs associatifs ont subi la très forte hausse des loyers. Il y a un des cas où ils ont besoin de participer à la rénovation des travaux, puisqu'il y a des façades en simple vitrage, et donc on va venir racheter le local et les aider à pérenniser le local en garantissant que les loyers ne subissent plus l'inflation comme ils l'ont connu au cours des dernières années. Je vais maintenant repasser la parole à Sarah pour qu'elle vous présente nos projets en développement. Donc les premiers projets qui vous ont été présentés, ce sont les projets sécurisés de la foncière, mais pour autant, on a aujourd'hui beaucoup de projets en développement. Et comme vous le voyez sur cette carte, à l'échelle nationale,
L'enjeu de Base Commune, c'est vraiment d'intervenir en métropole, là où il y a un enjeu à créer une rupture dans le marché, créer une rupture pour venir décoter les prix dans un marché qui est quand même très cher aujourd'hui. Donc, on a quand même une concentration très forte de nos opérations en Île-de-France. On a plusieurs opérations qui se développent aujourd'hui plutôt dans la région de Lyon. Et notre enjeu à court-moyen terme, c'est de pouvoir se développer à Marseille, à Nantes, à Lille et à Bordeaux. On a plusieurs scénarios d'intervention, comme le disait Bertrand. Soit on intervient dans le cadre de consultation, donc plutôt par l'offre, où c'est le promoteur qui nous contacte et qui nous propose des grandes surfaces en rez-de-chaussée. Soit on intervient directement parce qu'on a été contacté par un porteur de projet qui occupe un local ou qui a repéré un local, mais qui n'est pas en capacité de l'acheter. Et donc là, on se porte acquéreur pour lui. Et dans ce genre de cas, on est plutôt sur des surfaces plus petites. Donc, de toute façon, le support vous sera envoyé, mais voilà, vous avez une idée du type de secteur et territoire où on intervient. Je précise également que nous n'intervenons pour l'instant pas sur les secteurs ruraux. Il y a des foncières qui interviennent déjà comme Village Vivant. Donc voilà, nous, on a fait le choix de se concentrer plutôt sur les dynamiques urbaines. En parallèle de cette activité de foncière, on a aussi toute une activité de conseil. C'était important pour nous de développer ce volet-là de conseil en stratégie programmatique de rez-de-chaussée. Donc, on a accompagné plusieurs collectivités, plusieurs promoteurs et aménageurs sur des stratégies de programmation, quoi programmer, à quel endroit, à quelles conditions, etc. Donc là, sur les études, on est allé sur des secteurs bien différents de nos secteurs d'intervention classiques. On est même parti à Bruxelles. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre à profit nos compétences en termes de stratégie de rez-de-chaussée alternative, comment on monte ces rez-de-chaussée-là. Et on commence à réaliser des études aussi pour aider certains acteurs à monter eux-mêmes leur structure de portage, leur foncière. Dernier point par rapport à cette levée de fonds LITA, je pense que c'est important de vous préciser qu'en fait, ça fait partie d'un grand tour de table. Depuis quelques années, on est en le vivier de la Banque des Territoires. On est passé hier en comité qui a validé la participation de la Banque des Territoires. On avait aussi passé un comité avec France Active au début de l'année. Et puis, comme on est une société coopérative d'intérêt collectif avec plusieurs collèges, les collèges salariés, les collèges fondateurs, mais aussi investisseurs, citoyens, partenaires, c'était important pour nous de profiter de cette première grande levée de fonds pour faire rentrer un maximum de partenaires. Donc, on a mis quelques exemples. Plateau Urbain, qui a maintenant la capacité de venir renforcer la participation, Atelier Ruelle, Scopic, et puis les citoyens. Donc, alors, on a mis que les plus significatifs, mais il y a aussi d'autres partenaires métiers et des family office. Et donc, ça représente un tour de table complet de 2 450 000 euros. Voilà, on a fini cette présentation dans les temps. Si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre. Maud, je te rends la parole. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation qui était très claire et détaillée. On va en effet pouvoir passer à la session de questions-réponses, mais avant ça, je tenais juste à vous rappeler les raisons et les conditions d'investissement sur l'ITA. Donc d'abord, pour cette levée de fonds, Base Commune, qui est donc une coopérative, comme vous l'avez dit, lève en titre participatif avec un objectif maximum qui est fixé à 500 000 euros. Dans cette levée, la rentabilité se caractérise par un taux d'intérêt fixe à 6% et un taux variable compris entre 0 et 0,5 additionnel selon le niveau de chiffre d'affaires atteint par Base Commune par rapport à son budget. On a aussi une réduction fiscale, l'IRPME, de 25% puisque la foncière est labellisée ESUS et c'est un investissement qui est éligible au PEA-PME. Aujourd'hui, Base Commune est en phase de pré-collecte sur l'ITA et a déjà atteint le montant maximum avec déjà plus de 502 000 euros d'intentions d'investissement qui ont été enregistrées à ce jour par plus de 356 personnes. Donc, c'est plutôt un bon signal. Et d'ailleurs, merci pour votre intérêt et votre enthousiasme. Ça promet d'être une collecte rapide. L'ouverture de la collecte est prévue dans les prochains jours. Donc, surtout, restez à l'écoute, vérifiez bien que votre profil investisseur a été validé afin de pouvoir investir à temps dès le top départ. Et si vous avez déposé une intention, vous serez de toute façon automatiquement averti par mail.
Voilà, et juste, je reviens sur les raisons pour investir. Donc d'abord, Base Commune a une forte notoriété au sein de l'écosystème comme acteur référent pour pied d'immeuble ESS et bénéficie de sollicitations spontanées de la part de promoteurs et aménageurs. Et aujourd'hui, une vingtaine de projets sont en cours d'étude. Deuxièmement, Base Commune dispose d'une équipe et de partenaires clés de qualité, à la fois pour l'identification et le montage des projets, mais aussi pour gérer les actifs dans le temps. Base Commune a une proposition de valeur claire et différenciante en termes d'impact, avec la mise à disposition de locaux accessibles à des projets d'utilité sociale dans un contexte de loyer prohibitif en milieu urbain dense et en manque de services essentiels. Et on a une sécurisation de l'impact via un bail commercial d'utilité sociale. Et enfin, investir dans Base Commune, c'est aussi investir dans de l'actif immobilier sous-jacent acquis avec une décote importante. Voilà pour les raisons pour investir du côté de l'État. Et je vous propose qu'on passe maintenant à la partie questions-réponses. On avait une question de Philippa qui demandait si vous aviez déjà créé des projets incorporant une structure d'hébergement. Bonjour Philippa, non, aujourd'hui on est vraiment concentré sur les rez-de-chaussée, les socles actifs, c'est-à-dire des locaux avec des baux commerciaux et des baux commerciaux d'utilité sociale en l'occurrence. Aujourd'hui on ne prévoit pas de se porter acquéreur de locaux d'hébergement. Par contre, comme on est souvent une partie d'une opération immobilière plus large, il est courant qu'il y ait des logements. Donc par exemple sur l'opération en face de l'Hôtel de Ville de Paris, il y aura la moitié de logements dans les étages. À Malakoff, c'est une opération avec du logement dans les étages. Par contre, notre foncière est vraiment dédiée aux locaux d'activité. Et donc, on ne prévoit pas à court et moyen terme de se développer sur des locaux avec des structures d'hébergement. Pardon, mon micro était coupé. Merci beaucoup Bertrand pour ce retour. On avait une question également de Jade qui demandait avec quel partenaire travaillez-vous et quels sont vos clients principaux? Alors, bonjour Jade, merci pour votre question. Alors, on a des partenaires assez variés. Tout d'abord, on travaille très bien avec les autres foncières solidaires que vous connaissez peut-être, Belleville, Village Vivant. On essaie vraiment de développer une action complémentaire avec ces différentes foncières sur l'ensemble des territoires où on intervient. On intervient aussi beaucoup avec des foncières classiques quand il s'agit de mettre en place une programmation alternative en complément d'une programmation plus commerciale, beaucoup plus classique. Dans nos partenaires, on retrouve évidemment les collectivités avec qui on travaille beaucoup. Bertrand évoquait la ville de Paris qui récemment nous a octroyé une subvention pour nous aider sur l'un de nos projets à Porte de la Villette. Voilà, on a aussi une opération à Malakoff où on travaille très bien avec la collectivité. Et puis nos principaux clients aujourd'hui, ce sont plutôt les promoteurs, donc ceux qui construisent les rez-de-chaussée. En fait, ils nous contactent très en amont au moment où ils rédigent leur bilan. Et c'est ce positionnement, cette réflexion très en amont avec eux qui permet d'anticiper à la fois tous les équilibres économiques, de vendre moins cher, ce qu'on disait tout à l'heure dans la présentation, mais aussi d'anticiper tous les aménagements qui seront nécessaires pour les futures activités des rez-de-chaussée. Donc aujourd'hui, on a travaillé avec les principaux promoteurs du marché immobilier et ils constituent aujourd'hui nos principaux clients. Maud. Pardon, merci beaucoup. Juste avant de passer à la prochaine question, on a Valérie qui nous signale que le son est un peu faible. De mon côté, je vous entends pas trop mal, mais voilà, si jamais vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu du micro, ça serait super. Et je passe donc à la question de Raïma qui demande sur quels critères choisissez-vous les locataires pour chaque lieu? Bonjour Raïma. On aime beaucoup procéder par appel à manifestation d'intérêt.
Donc, le principe, c'est de définir un cahier des charges avec les parties prenantes, donc, par exemple les collectivités, pour définir quels sont les axes programmatiques qu'on souhaite développer sur le lieu. Comme on l'a expliqué, hein, on travaille beaucoup sur l'analyse programmatique, l'analyse du territoire local pour identifier quels seraient les besoins éventuels pour le territoire. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de proposer à tous les porteurs de projets des territoires de faire leurs propositions et ainsi de vraiment permettre au territoire de proposer ce qu'il a de meilleur et de choisir de manière démocratique avec les partenaires les projets. Donc ça, c'est vraiment un axe qu'on souhaite développer. C'est un axe sur lequel de plus en plus de collectivités travaillent. C'est aussi comme ça que, par exemple, Plateau Urbain effectue la sélection des occupants sur ces lieux temporaires. Et donc, c'est vraiment la méthode qu'on souhaite continuer à favoriser sur nos futures occupations. Et après, si on parle maintenant concrètement des critères qu'il y aura une fois qu'on a fait l'AMI, on va vraiment privilégier les structures de l'économie sociale et solidaire, donc sous forme associative ou coopérative. Et surtout, ces critères, on va les suivre dans le temps. Une foncière classique ou un propriétaire classique, une fois qu'il a trouvé un locataire, il se met en retrait et tant qu'il touche ses loyers, il ne s'intéresse plus vraiment au projet. Nous, on va suivre les projets dans le temps. D'une part, en les accompagnant, si besoin, au début sur l'amorçage, c'est ce qu'expliquait Sarah avec les travaux, par exemple, quand on est sur des coques brutes, mais c'est aussi s'assurer que tous les ans, ils respectent les critères pour lesquels on les a choisis. Par exemple, si on est sur une structure qui fait de l'insertion, qui fait du circuit court, qui a un approvisionnement local, tous les ans, on va vérifier que ces critères sont bien respectés. Et c'est vraiment ce qu'on appelle le bail commercial d'utilité sociale, qui correspond à un bail classique adossé à une convention d'utilité sociale et environnementale, qui va vraiment venir vérifier tous les ans que les porteurs de projets continuent à respecter les impacts, éventuellement faire évoluer les critères s'il y a une évolution du marché, des besoins des habitants du quartier. Mais c'est un point qui est très important pour nous, vraiment de suivre dans le temps les porteurs, les accompagner, voir avec eux les travaux éventuellement au bout de 10-20 ans, s'il y a besoin d'accompagner pour rénover, redynamiser l'activité. On est vraiment un partenaire à la fois des collectivités, des habitants et des structures qui occupent nos locaux. Merci Bertrand. Je pense que cette réponse était très complète. On a aussi une question de Stéphanie qui demande quels pourraient être les freins à votre développement. Je vais aussi enchaîner. On a une force sur notre modèle, c'est que pour louer moins cher, on achète moins cher. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de passer la crise immobilière actuelle, c'est-à-dire que notre modèle ne dépend pas de conditions de financement plus favorables ou de levée de fonds non rémunérés. On a eu la chance d'imposer d'avoir un modèle qui soit cohérent. Donc si on arrive à se financer moins cher, on louera moins cher, mais à la base, le prix auquel on achète est cohérent avec le prix auquel on loue les locaux. Donc déjà, ça fait qu'aujourd'hui, on n'est pas freiné dans notre développement à cause de la remontée des taux et de la crise immobilière. Ensuite, aujourd'hui, on n'a pas forcément identifié de freins à moyen terme, étant donné le nombre de besoins. Par exemple, on parlait de la ville de Paris. Aujourd'hui, ils nous ont dit, si vous aviez 10 fois plus de locaux, on aurait les preneurs pour ces 10 fois plus de locaux. Le problème de l'immobilier, c'est que c'est une échelle de temps qui est moyen terme. Il faut entre 3 et 5 ans pour développer des projets. Et aujourd'hui, les besoins, ils sont présents. On le voit avec Plateau Urbain, dès qu'ils lancent un appel à projet pour occuper leurs locaux de manière temporaire, il y a 3 ou 4 fois plus de demandes que de locaux disponibles. Et donc aujourd'hui, si on avait beaucoup plus de locaux, sauf que ça prend du temps à les développer, donc on a beaucoup de projets dans le pipe, c'est ce que présentait Sarah, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de frein sur la demande. La demande, elle est là. Donc ensuite, aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a un gros travail de plaidoyer qui fonctionne. De plus en plus de villes et d'aménageurs imposent d'avoir des prix de sortie qui soient cohérents avec l'ambition qu'ils ont. Donc c'est vraiment un sujet qui est en train d'être intégré par beaucoup des acteurs de la ville. Aujourd'hui, on est vraiment en complémentarité avec les quelques acteurs qui jouent un peu ce rôle, qui étaient parfois les bailleurs sociaux. Sauf que leur premier objet, c'est quand même d'avoir des logements sociaux et donc ils n'ont pas toujours les outils pour accompagner les occupants. Typiquement, sur le fait d'accompagner sur les travaux, aujourd'hui, on est le seul acteur qui travaille dessus. Les bailleurs, ce n'est pas
leur tasse de thé. Et donc, on est vraiment un acteur complémentaire et nécessaire. Et c'est pour ça qu'on est très sollicité pour développer ça. Et donc, il y a un gros travail qu'on fait pour expliquer aux collectivités, aux aménageurs, à quel moment il faut et quelles contraintes il faut mettre dans les cahiers des charges pour développer de manière beaucoup plus importante ces locaux à impact social. Merci Bertrand. On a une nouvelle question de Jade qui nous remercie pour la réponse précédente et qui vous demande pourquoi avoir choisi l'ITA et l'investissement citoyen dans le cadre de votre levée de fonds. Alors, c'était très important pour nous en tant que coopérative d'intégrer les citoyens dans la réflexion et dans la construction de ces rez-de-chaussée. Donc, comme l'expliquait Bertrand, dans notre système de gouvernance, on a un collège spécifique dédié aux citoyens qui pourront du coup partager leur retour sur nos opérations, donner leur avis et surtout valider les décisions lors des AG. Donc cette dimension de gouvernance partagée et de co-construction était essentielle pour nous en tant que coopérative. Et pour ça, on a fait le choix de l'ITA parce que c'était important pour nous d'avoir une plateforme qui partageait nos valeurs sociales et environnementales. Donc voilà pourquoi le choix de l'ITA aujourd'hui. Très clair. Merci Sarah. J'enchaîne avec une question de Laura. Bonjour, les loyers sont-ils progressifs? Accordez-vous des franchises ou aides aux travaux? Alors oui, nos loyers sont progressifs. On a une progressivité qui diffère selon les activités, qui varie entre 1 et 4 ans. Mais voilà, les premières années, on a un loyer qui est encore plus décoté pour favoriser l'amorçage et le lancement de l'activité. Et sur l'aide aux travaux, oui, donc comme on l'a évoqué, on sait que les coques brutes sur des rez-de-chaussée neufs ou même sur des rez-de-chaussée existants mais vacants depuis plusieurs années, on sait qu'il y a quand même des coûts de travaux extrêmement importants et que ça représente un réel frein pour les porteurs de projets. Donc on porte ces travaux-là à la place des occupants, ce qui fait que quand les occupants s'installent en rez-de-chaussée, ils ont des travaux très minimes à faire et toute la décoration évidemment. Voilà, notre enjeu c'est vraiment de limiter le coût aux travaux. Merci. On avait une question d'Élodie sur l'horizon de remboursement auquel j'ai directement répondu, hein, mais je le répète du coup, l'horizon de remboursement des titres participatifs, il est bien de 7 ans. Voilà Élodie. On a également Emma qui nous demande si vous avez des recrutements en cours ou prévus à l'horizon de la levée de fonds. Et si oui, lesquels? Oui, en lien avec la croissance de l'activité et surtout l'avancée des projets, les prochains recrutements sont destinés à pouvoir accompagner les projets qui sont en travaux et donc qui seront donc le projet Malakoff il sera livré dans une petite année et donc là pour compléter l'équipe, l'idée c'est de pouvoir commencer à suivre ces projets qui seront juste avant la livraison et sur lesquels il faudra préparer et anticiper ces premiers travaux. Donc, ce premier recrutement est prévu pour la fin de l'année. Ok, merci. Et Emma nous pose une deuxième question. Quel indicateur d'impact suivez-vous et êtes-vous accompagné pour la mise en place de la mesure de votre impact ou de vos impacts? Alors, sur notre mesure d'impact, on a plusieurs catégories d'impact. Tout d'abord, première catégorie, le développement et la vitalité économique. L'idée, c'est de pouvoir mesurer à la fois la création d'emplois, le type d'emploi qui est créé, le nombre de salariés, le taux de pérennité. Vraiment arriver à mesurer et quantifier l'impact économique qu'on peut avoir sur un territoire. La deuxième catégorie repose plutôt sur les aspects de gouvernance, à la fois gouvernance des projets, participation citoyenne, qui constitue l'actionnariat de nos structures occupantes, l'implication des salariés dans les structures qui occupent nos rez-de-chaussée. Troisième catégorie, plutôt sur la qualité de vie. Et donc, on va mesurer tout ce qui concerne la contribution au bien-être sur le territoire, la création de nouveaux services, de nouveaux usages, mais aussi l'impact sur la vie sociale avec la création d'événements, d'animations. L'idée, c'est aussi de pouvoir mesurer la fréquentation de ces différents événements. Ça veut aussi dire la question de l'accessibilité, à quel horaire va être ouvert le différent
rez-de-chaussée. L'idée, c'est pas d'avoir des rez-de-chaussée qui soient ouverts que la semaine et fermés le week-end. Donc, ces enjeux d'accessibilité à la fois financière et en termes d'horaire sont déterminants pour nous. Mais c'est aussi tout l'aspect sécurité. Aujourd'hui, on sait que des rez-de-chaussée ouverts et animés, ça réduit le sentiment d'insécurité que peuvent ressentir certaines personnes dans l'espace public. Donc ça, c'est sur la partie qualité de vie. Après, on a une catégorie aussi en termes d'inclusion sociale. On va privilégier des structures qui vont mettre en place une vraie politique de mixité et de diversité en interne, à la fois sur le genre, l'origine, l'âge. Aussi toute une politique de montée en compétences, d'accompagnement, et puis d'impact et d'inclusion sociale extérieure, pas uniquement en interne à la structure. Autre catégorie d'impact, la cohésion territoriale. Notre objectif, c'est aussi d'aller sur des quartiers populaires, là où il y a un réel enjeu de remettre du service et du commerce de proximité, là où ils font défaut. Et donc, en termes de cohésion territoriale, on va prendre des structures qui luttent contre les inégalités socio-spatiales, qui vont avoir un besoin avéré en termes de proximité, de commerce de services, qui vont co-construire des projets avec les habitants, les intégrer, peuvent souffrir d'exclusion et d'isolement. Et donc, dernière catégorie d'impact, tout ce qui concerne évidemment l'environnement. On va évidemment privilégier des structures de mobilité durable qui vont travailler sur des logiques de réemploi, qui vont aussi être évidemment sensibles à la dimension pédagogique. Enfin voilà, on a créé aujourd'hui une grille d'indicateurs de suivi d'impact selon ces 6 techniques que je viens de vous donner. Et pour créer ces différents critères, on a été accompagné à la fois par la Banque des Territoires, qui est notre investisseur, mais aussi par une structure qui s'appelle Commune Mesure, qui est une plateforme de mesure d'impact des tiers-lieux et qui a été construite par notre fondateur, Plateau Urbain. Et donc aujourd'hui, c'est eux qui nous accompagnent sur la structuration de nos indicateurs, sur le chiffrage et sur la priorisation de ces. Super, merci pour cette réponse très complète, Sarah. On voit qu'il y a pas mal d'indicateurs d'impact à suivre. Je crois qu'on a regardé toutes les questions. Peut-être qu'il y a encore des questions. Je vous laisse quelques minutes. S'il y a des dernières questions, on a encore un tout petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas. Si vous reste quelques questions pour Bertrand et Sarah, c'est le moment. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions additionnelles. Donc, on arrive à la fin de cet événement. J'en profite pour vous dire que vous pourrez retrouver le replay de ce live dans l'onglet Opération de la page de la levée de fonds. N'hésitez pas si vous êtes arrivé en cours de route ou si vous avez dû partir avant la fin. En tout cas, merci à tous pour votre attention et pour votre participation aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à déposer une intention d'investissement si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui vous permettra d'être averti du passage en collecte qui devrait être imminent. Et je vous dis à bientôt sur lita.co. Maud, il y a une dernière question. Ah, pardon, alors je n'ai pas vu. En effet, on va la traiter bien sûr. Donc Stéphanie, en effet, qui demande si les intérêts sont payables à partir de 2025. Alors, cette partie justement est encore en négociation. C'est pour ça que la collecte n'est pas encore prête. Mais de mémoire, Bertrand, c'est ce qui est prévu à date. Bertrand, ce sera bien à partir de 2025. Ouais. Oui. Mais tout ça sera bien sûr précisé dans les documents de la collecte qui vous seront transmis dès la prochaine phase. Voilà, Stéphanie. Je vérifie du coup. Non, sinon c'est des messages de remerciement. Donc merci Sarah et Bertrand pour votre temps aujourd'hui. Et puis merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi. Bon après-midi, bonne journée. Au revoir. Au revoir.